20h sur la télé Futur Média, mesdames, messieurs, les titres de l'actualité de ce vendredi. Elle défraie la chronique depuis la publication de son rapport sur les finances publiques, un rapport source de polémique entre l'ancien régime et les nouvelles autorités. Mais attention, cette polémique ne doit nullement servir de prétexte à une paralysie de l'action gouvernementale. À suivre le commentaire justement de la rédaction sur cette question. Près de 3 millions de Sénégalais disposent de la pièce d'identité biométrique sans données électorales. Une information rendue publique par le directeur général des élections. Il invite ces personnes à aller s'inscrire sur les listes électorales dans le cadre de la révision ordinaire des listes électorales. Une révision en cours depuis le 1er février. Malgré les 20 milliards de francs CFA investis pour son érection, l'hôpital régional de Sédhiou vit déjà des difficultés. Le scanner est défaillant depuis presque 3 mois. À cela s'ajoute l'absence de services d'accueil pour orienter les malades. Voilà 72 heures que nous quittait Jimmy Mbaye. À la maison mortuaire, la tristesse est toujours palpable. Une page se tourne, mais l'esprit Super Étoile demeure, porté par la volonté et la foi en l'héritage musical laissé par Jimmy Mbaye. Une déclaration de Youssou N'Dour en hommage à son ami et frère, arraché brusquement à notre affection. Voilà pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Tout d'abord, le bilan de l'accident qui s'est produit sur la route de Richard Toll entre la nuit du dimanche au lundi. Ce bilan s'est alourdi. Une 6e personne a perdu la vie aujourd'hui à l'hôpital régional de Saint-Louis où elle a été évacuée depuis 5 jours, mais elle a finalement succombé à ses blessures. Le bilan est actuellement de 6 morts. À noter qu'il y a toujours 2 blessés graves dans les hôpitaux de la région. Accident mortel sur les routes, justement. Le docteur Fatou Mbaye Sylla regrette les nombreux cas de décès enregistrés ces derniers temps. Malgré quelques difficultés notées dans la prise en charge des victimes, elle salue tout de même l'engagement sans faille des médecins qui font l'impossible pour sauver des vies. Fatou Mbaye Sylla, directrice des établissements sanitaires, que nous écoutons. C'est vrai qu'il y a beaucoup de décès, beaucoup de traumatisés, mais il faut aussi remarquer que la prise en charge s'est beaucoup améliorée. Si vous rappelez l'accident de 6 kilos avec des dizaines et des dizaines de blessés, ici aussi à Diourbel, on a remarqué les choses. Là, la prise en charge s'est beaucoup améliorée. Avant, quand il y avait un accident avec 10, 20, 30, 40 blessés, c'était des évacuations à n'en plus finir. Maintenant, on a donné des orientations et des directives. La prise en charge se fait in situ. Et les hôpitaux sont beaucoup améliorés. Maintenant, il y a les plans blancs, mais surtout la coordination. Souvent, quand il y a un accident quelque part, l'hôpital, qu'est-ce qu'il fait? On ne fait plus de référence, c'est les médecins qu'on appelle pour venir renforcer ceux qui sont sur place. Mais ça a un coût. Et ce n'est pas tous les hôpitaux qui peuvent le faire. Si vous venez à Cheikhoul Khadim, ils peuvent le faire. Vous allez peut-être à Diourbel, ils peuvent le faire. Mais on ne pourra certainement pas le faire. C'est là qu'il faut maintenant renforcer les gaps, combler les gaps et renforcer la coordination. En tout cas, là, les directives qui ont été données pour la prise en charge des accidents de la circulation ont été vraiment largement respectées. Et rarement vous avez entendu des récriminations de la population par rapport à cette prise en charge. Depuis presque 2-3 ans, la prise en charge se fait de façon optimale et je dépasse beaucoup d'argent. Et c'est fonds propres. Donc, il va falloir les accompagner et renforcer peut-être le gap parce que souvent, c'est les nombres de lits qui ne sont pas suffisants. Mais sur l'organisation, quand même, il y a des efforts. Donc, il nous faut aussi renforcer les moyens, renforcer les outils, renforcer les équipements pour que demain, quand il y a des accidents, entre un afflux massif de blessés, que les hôpitaux puissent faire face. Je vous le disais en titre, elle défraie la chronique depuis quelque temps. Et oui, la Cour des comptes, une juridiction qui vient de publier son rapport, un rapport source de polémique entre les nouveaux dirigeants et les anciens du pays. Abdourahmane Diallo nous parle de cette institution ô combien importante au Sénégal.
La Cour des comptes du Sénégal a été créée en 1999 en tant que juridiction des comptes indépendante. En 2012, le champ de compétences a été élargi. Il porte sur le contrôle juridictionnel des comptables publics, le contrôle de la régularité des recettes et des dépenses et du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'État ou par les autres personnes morales du droit public, le contrôle de l'exécution des lois de finances, le contrôle des entreprises du secteur public et la sanction des fautes de gestion. L'institution supérieure de contrôle, dont les magistrats sont inamovibles, peut être saisie par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre ou le ministre chargé des finances. La Cour des comptes est composée de 5 chambres: la Chambre des affaires budgétaires et financières, la Chambre de discipline financière, la Chambre des collectivités territoriales, la Chambre des affaires administratives, la Chambre des entreprises publiques. Le président de la Cour est nommé par décret pour une durée de 5 ans, renouvelable une fois. La Cour des comptes est composée du premier président, des présidents de chambre, de conseillers maîtres, des conseillers référenciaires, des conseillers référendaires et des conseillers. Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Le nombre de magistrats constituant la Cour est fixé par décret. Le procureur général près de la Cour exerce les fonctions de ministère public près de la Cour des comptes. Il est assisté d'un premier avocat général et d'avocats généraux. Le procureur général près de la Cour est nommé par décret après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes. La Cour des comptes assiste aussi le Parlement dans le cadre du contrôle de l'exécution des lois de finances. Elle peut être sollicitée par ce dernier afin d'effectuer des enquêtes complémentaires nécessaires à l'examen ou au vote du projet de loi de règlement. En plus d'un rapport public annuel, tous les contrôles de la Cour donnent lieu à un rapport particulier qui rend compte de la procédure, relève les anomalies et propose des améliorations. Abdourahmane Diallo, alors que la situation budgétaire du Sénégal suscite des inquiétudes, elle ne saurait servir de prétexte à une paralysie de l'action gouvernementale. Face aux attentes des citoyens et aux impératifs de développement, l'exécutif est appelé à conjuguer rigueur financière et engagement réformateur, ce pour éviter toute léthargie préjudiciable. Un commentaire signé Daniel Diouf. Le rapport de la Cour des comptes dresse un tableau préoccupant des finances publiques du pays sur la période 2019 au 31 mars 2024. Il met en évidence des anomalies et des manquements dans la gestion financière sous l'administration précédente. Selon ce rapport, l'encours total de la dette de l'administration centrale budgétaire au 31 décembre 2023 s'élève à quelques 18 558 milliards de francs CFA, représentant 99,67% du PIB, un chiffre nettement supérieur aux estimations précédemment communiquées par le gouvernement sortant. De plus, l'audit a révélé que le déficit budgétaire à la fin de 2023 dépassait 10%, alors que l'administration précédente avait rapporté un déficit d'environ 5%. Ces divergences suggèrent une sous-estimation significative du déficit réel par le régime antérieur. Ces constats mettent en lumière des failles majeures dans la gestion des finances publiques du Sénégal au cours des dernières années, soulevant des inquiétudes quant à la soutenabilité de la dette du pays et à la transparence des informations financières communiquées aux partenaires internationaux. À peine publié, le rapport suscite déjà bien des controverses sur sa fiabilité, surtout de la part du régime sortant, qui s'inscrit totalement en faux contre la présentation de la Cour des comptes et les analyses du gouvernement. Toutefois, même si la situation de nos finances publiques est aussi cafardeuse que veut le faire croire le gouvernement du Sénégal, elle ne doit pas être sa raison alléguée d'une léthargie dans l'exécution de son projet. La nouvelle administration doit alors se concentrer sur des solutions plutôt que de s'attarder sur le passé. Certes, il est important de faire un état des lieux transparent pour informer les citoyens, mais l'essentiel est de proposer un plan de redressement crédible. Les priorités pourraient inclure une meilleure gestion des dépenses publiques pour limiter le gaspillage, comme annoncé par le ministre de l'économie et du plan dans la conférence de presse de ce jeudi. Ensuite, l'amélioration de la collecte des recettes fiscales sans alourdir la pression sur les citoyens, la mise en place de réformes économiques pour stimuler la croissance et attirer les investisseurs. Mieux encore,
une transparence accrue dans la gestion des finances pour regagner la confiance des partenaires internationaux. Et donc, au-delà du constat, priorité à des solutions efficaces pour redresser l'économie. Cela passera par des réformes structurelles et une relance économique basée sur des secteurs stratégiques. Reste à voir quelles seront les premières mesures prises par les nouvelles autorités pour restaurer la confiance, pour éviter un effondrement financier. Des solutions efficaces pour redresser l'économie du pays. Un commentaire signé Daniel Diouf. Sachez également que l'ONG 3D réaffirme l'importance d'une transparence renforcée dans la gestion des finances publiques. Dans le cadre de l'exercice légal en vigueur, il convient de saluer les efforts déployés par le nouveau régime pour améliorer cette transparence. Par ailleurs, l'ONG tient à souligner le travail remarquable de la Cour des comptes qui a révélé des faits d'une gravité et d'une ampleur sans précédent dans la gestion des finances publiques du Sénégal. Je vous le disais également en titre, démarrage officiel de la révision ordinaire des listes électorales depuis le 1er février 2025. Les Sénégalais donc ont 6 mois devant eux pour aller s'inscrire. Le directeur général des élections qui a fait face à la presse ce matin renseigne que près de 3 millions de Sénégalais disposent de la pièce d'identité biométrique sans données électorales. Il les invite à se rapprocher des commissions mises en place. Biram Sen rappelle que seule la pièce d'identité est autorisé durant l'inscription. Nous l'écoutons, ces propos sont recueillis par Alassane Ba. Des commissions ont été instituées par les autorités administratives, ont commencé à faire leur travail. Et donc, dans chaque commune, au moins au Sénégal, on a une commission. Il peut y avoir d'autres commissions au niveau des communes, c'est-à-dire des commissions supplémentaires. Il peut y avoir aussi des commissions itinérantes, c'est-à-dire des commissions mobiles qui vont aller faire le tour pour enregistrer le maximum de Sénégalais. Ces commissions effectuent 4 opérations. Il y a ce qu'on appelle l'inscription des personnes, des Sénégalais qui ont 18 ans révolus, ou bien qui auront 18 ans avant la clôture des listes. L'autre opération, c'est ce qu'on appelle le changement de circonscription électorale ou d'adresse électorale. L'autre élément, c'est ce qu'on appelle le changement de statut. La dernière opération, c'est ce qu'on appelle la radiation. D'après les chiffres de la DAF, à peu près on a 2 900 000 personnes qui détiennent la carte d'identité biométrique CEDEAO, mais qui n'ont pas d'adresse de données électorales. Cela veut dire que c'est des personnes qui ne figurent pas sur le fichier électoral. Et c'est l'occasion pour ces personnes-là d'aller massivement au niveau des commissions, instituer à cet effet au niveau des communes, de pouvoir donc s'inscrire sur les listes électorales. Pour ces inscriptions sur les listes électorales, il est exigé donc de la part de la personne qui doit se faire inscrire de produire donc l'original de la carte d'identité biométrique CEDEAO. Même la photocopie n'est pas acceptée, donc l'extrait de naissance n'est pas accepté. Les jeunes Sénégalais ne doivent plus mourir en mer à la recherche d'Eldorado en Europe ou ailleurs. C'est la conviction du ministre du Travail. Pour Abbas Fall, la migration circulaire doit être une alternative crédible pour aider les jeunes à trouver un emploi viable et sécurisé. Il s'est prononcé en marge d'une réunion du comité de pilotage qui prépare la conférence sociale sur l'emploi et l'employabilité. Le ministre Abbas Fall, que je vous propose d'écouter. Discuter. Parce que pour nous, il ne s'agit pas d'avoir peur de poser ce problème-là. Nous avons vu nos enfants mourir dans les mers. C'est une catastrophe. Et quel que soit Alpha, ils partiront. Vous voyez même des enseignants, des policiers, des gens qui avaient une activité économique qui leur permettait de survivre, mais qui préfèrent partir. Au lieu de les laisser maintenant partir à l'aventure, nous avons fait comme option, nous, de les encadrer. La migration circulaire a toujours existé. Elle a toujours existé. C'est parce que peut-être maintenant, ça se pose de façon avec beaucoup plus d'acuité. Mais elle a toujours existé. Ce que moi je propose, entre autres, au niveau de l'atelier, c'est que la migration circulaire soit une option parmi tant d'autres pour permettre aux gens quand même de trouver un emploi décent. Parce que tous ceux qui partent de façon informelle, en prenant les pirogues, partent vers une aventure qu'ils ne maîtrisent même pas. Ils peuvent même aller sur place, trouver un emploi qui n'est pas sécurisé. Alors que nous, quand nous les encadrons, jusqu'à ce qu'ils partent, nous les suivons
Il y a les questions liées au travail, il y a les questions liées à la sécurité sociale. Justement, les conventions que nous avons signées avec certains pays, comme l'Espagne, comme la France, qui nous permettent donc de les suivre. C'est pourquoi, pour nous, cela doit être même une option dans ce que nous allons proposer. Et que les gens choisissent. Il y a des gens qui vont toujours voyager. Il y a des gens qui préféreront dire « Ok, d'accord, au Sénégal, on a atteint le plein emploi, mais moi, je préfère voyager. » Donc, ce n'est pas une option à écarter et nous allons y travailler de la façon la plus transparente possible. Mais tout cela, ce sera dans l'intérêt donc des Sénégalais. La migration circulaire est une option que nous allons exploiter si tant est qu'elle peut régler en partie les problèmes d'emploi au Sénégal. Discuter des enjeux actuels du commerce, mais également de l'industrie, c'est l'objectif du forum sur le commerce et l'industrie. Un forum initié par l'Association des commerçants et industriels du Sénégal et qui en est à sa 2e édition. Le thème retenu cette année, industrialisation, fiscalité et régulation commerciale au Sénégal vers un modèle économique endogène. Amadou Ba a assisté à l'ouverture de l'événement. Cette 2e édition du Forum sur le commerce et l'industrie a réuni acteurs du secteur privé et des experts internationaux. Un cadre pour échanger sur les enjeux actuels du commerce, mais également de l'industrie. Nous voulons migrer du commerce vers l'industrialisation pour pouvoir développer le pays et créer plus d'emplois. C'est le thème central, mais aussi formaliser le secteur du commerce. Comme vous le savez, on nous appelle des informels, mais ce terme est un peu péjoratif, puisque la plupart des commerçants ont un INEA, font leur déclaration, mais il faut plus de formalisation, aller vers une fiscalité plus inclusive. C'est le thème principal de cette 2e édition du Forum sur le commerce et l'industrie. Pour réussir le pari de l'industrialisation, il faut impérativement relever un certain nombre de défis pour rendre compétitif le secteur privé. Nous sommes en train de travailler sur l'ensemble des réformes et installations pour permettre au secteur privé de mieux se positionner sur le marché domestique et d'être productif et compétitif. Nous sommes en train également de travailler sur les réformes fiscales, les réformes concernant le code des investissements, le code de sécurité sociale, le code du travail, sur en tout cas diverses installations pour permettre à nos secteurs privés, comme je l'ai dit, d'être compétitifs. Pour la mise en œuvre des recommandations qui seront issues de ce forum, un comité paritaire sera mis sur pied. Pour le suivi des résultats qui seront issus de vos travaux, des travaux du forum, mais aussi des résultats issus des états généraux de l'industrie et du commerce. Il nous faut un comité paritaire sous la supervision de M. le ministre, pour assurer une meilleure mise en œuvre de l'ensemble des réformes, des programmes et projets qu'on mettra en œuvre. Ce forum, sur initiative de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal, est la 2e du genre. L'objectif est de trouver des solutions à même de stimuler la croissance économique du pays. Parlons à présent du différend entre la société minière GCO et les populations de Diogo. Les parlementaires membres de la commission environnement de l'Assemblée nationale jouent les bons offices. Ils ont rencontré les 2 parties pour essayer de trouver des solutions. Les populations accusent GCO d'être responsable de la disparition de la nappe phréatique, mais également de non-respect de la responsabilité sociétale d'entreprise. Un sujet signé Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Cette rencontre avec les populations de Diogo Daroufal a permis aux parlementaires membres de la commission de l'environnement de l'Assemblée nationale de connaître les rapports qui existent entre ces populations et la GCO. Beaucoup de difficultés ont été soulevées, des difficultés liées à l'eau, au manque d'infrastructures et à la gestion de l'environnement. Nous avons pu rencontrer la population et nous avons prêté une oreille attentive à leurs différentes préoccupations. C'est surtout par rapport aux responsabilités sociétales de l'entreprise. Ils ont porté beaucoup de doléances. Ils ont également
parler de la pollution de l'air, pour en citer que cela. Et nous sommes là ici au niveau de la GCO. Le directeur général de Eramet Grande-Côte révèle que GCO est en conformité avec les normes. Nous avons bien entendu certaines de ces doléances qui sont fondées, sur lesquelles on va travailler, mais d'autres qui sont aussi infondées. Ce sujet de l'eau qui est récurrent, les activités d'Eramet Grande-Côte n'ont aucun impact sur la nappe phréatique. Au contraire, un impact positif, parce que l'eau qu'on utilise pour nos opérations est tirée de la nappe qui se situe entre 450 et 600 mètres de profondeur, et cette eau-là est rechargée sur la nappe phréatique, ce qui crée un plus même pour tout ce qui est activité agricole, adduction d'eau dans ces localités. Ces députés ont visité les sites miniers de Diogo à Lompoul en passant par les sites de l'Agazement. Cher Anta Diop, le hangar des pèlerins a reçu ce vendredi la visite de la brigade d'hygiène de Dakar. Une visite pour s'enquérir des opérations relatives à la visite médicale avant le déplacement au lieu saint de l'islam. Sur le site, les pèlerins se font également vacciner contre la fièvre jaune et la méningite. Fatou Bintou Konté et Amadou Ba nous font l'économie de cette visite. Ça fait partie des prérogatives du service d'hygiène de faire le suivi sanitaire des pèlerins qui doivent se rendre au lieu saint de l'islam. C'est pourquoi le chef de la brigade régionale d'hygiène de Dakar s'est rendu au hangar des pèlerins. Venu pour faire une visite de suivi donc, du dispositif qui est mis en place par le service national de l'hygiène à travers le colonel Maodo Malik Diop. Moi-même, je suis chargé de surveiller tout cela. Donc aujourd'hui, je suis venu voir un peu ce dispositif, voir est-ce que vraiment tout marche comme prévu. Ainsi, les pèlerins doivent être vaccinés contre la fièvre jaune et la méningite. Pratiquement 2000 doses de vaccins qu'on a reçues. Donc, mais ça va être injecté au fur et à mesure de l'affluence qu'on va avoir au niveau de cet hangar des pèlerins. Donc c'est approvisionné en fonction même donc, du nombre de personnes de l'affluence. La mesure vient de l'Arabie Saoudite, que tout pèlerin doit se conformer. Impérativement, c'est-à-dire depuis le 1er février 2025, il y a même la Mecque qui a pris donc, une note exigeant à tous ceux qui viennent donc, pour le pèlerinage et même pour ce qu'on appelle la Umrah. Automatiquement de prendre ces deux types de vaccins. Donc c'est un vaccin contre la fièvre jaune et contre la méningite. Ici, plus de 1000 pèlerins ont été vaccinés à ce jour. Globalement, on peut même tirer certaines tendances, hein, parce que pratiquement les femmes raflent la mise à pratiquement à 60%. Donc en termes même de tranche d'âge, donc on se rend compte que ceux qui sont nés entre 1974 donc, et 1985 représente pratiquement 57% donc, de cette cible-là. Un travail fortement salué par le délégué général au pèlerinage. De la délégation générale au pèlerinage, vous dit toute notre satisfaction et tout notre honneur, hein, vraiment que cette mission se fasse de la meilleure des manières. Je dirais qu'il y a du sérieux quand même, tout n'est pas parfait, mais bon, on fait des efforts. Vraiment pour que ça se déroule le plus normalement possible, parce qu'après tout c'est à l'avantage de nos pèlerins qui doivent être dans les meilleures dispositions médicales. La brigade régionale d'hygiène de Dakar compte atteindre son objectif, c'est-à-dire vacciner tous les pèlerins devant se rendre au lieu saint de l'islam. Je vous le disais également en titre, construit à hauteur de 20 milliards de francs CFA et inauguré en grande pompe en 2023 par l'ancien chef de l'État Macky Sall, l'hôpital régional de Sédhiou suscitait beaucoup d'espoir chez les populations du Pakao. Aujourd'hui, l'infrastructure est confrontée à d'énormes difficultés. Le scanner est tombé en panne depuis presque 3 mois. À cela s'ajoute l'absence d'un service d'accueil pour orienter les malades. Une situation qui a fini d'irriter les populations locales. Bakary Konté. L'hôpital régional EPS2 de Sédhiou est malade. Pas de service d'accueil et le coût des soins de santé sont très élevés. Les populations se plaignent. J'en ai vu des gens qui sont là pour accueillir le ticket. Ils font 1 heure ou 2 heures de temps. Alors que si quelqu'un est malade, l'urgence c'est de le prendre le plus rapidement possible. Mais pour seulement couper des tickets, tu peux faire 1 heure ou 2 heures de temps. Il y a des fois même des gens qui sont fatigués, qui se couchent à même le sol. J'ai été témoin. Donc, en dehors de cela aussi, les soins sont très chers. Si se soigner devient un calvaire, je pense que c'est ça qui amène beaucoup de malades restent chez eux. Parce que ce qui est aberrant même, on te demande de l'argent avant de
de te prendre en charge. Amadoulay Conté, président du conseil communal de la jeunesse, abonde dans le même sens. C'est l'occasion pour moi de déplorer une autre situation, c'est la situation des toilettes. Le problème qui se pose aujourd'hui, quand vous allez à l'hôpital Amadou Tidiane Ba de Sédhiou, il n'y a qu'une seule toilette pour les accompagnateurs et pour les patients aussi. Et je pense que c'est une situation qu'il faut fustiger encore une fois de plus. Et que les toilettes qui sont fermées doivent être ouvertes et disponibles aux populations qui sont les nôtres. Almami Kouyaté, responsable à Sédhiou, pense que le service d'accueil doit être créé dans les plus brefs délais. Un hôpital tout neuf et qu'on nous dit que le scanner est tombé en panne, c'est autre chose. Normalement, ça devait être manque d'entretien. Et par rapport au coût, c'est inadmissible et c'est contradictoire par rapport à la réalité de la localité. Aujourd'hui, quand vous allez au niveau de l'hôpital régional, l'accompagnant est plus malade que le malade. Donc du coup, c'est des situations qu'il faudra régler. Le scanner de l'hôpital est aussi tombé en panne, une situation que déplorent les Sédhiouis. Les populations du Pakao demandent au ministre de la Santé de réagir le plus rapidement possible afin que les patients puissent bénéficier des soins de qualité et à moindre coût. Interpellé sur la question, le directeur de l'hôpital confirme la panne du scanner et rassure. Selon Ousmane Seck Dam, la société en charge de l'entretien du matériel de l'hôpital a déjà fait la commande d'un coût global de 52 millions de francs CFA pour rendre opérationnel le scanner défaillant. Ousmane Seck Dam, directeur de l'hôpital Amadou Tidiane Ba, que nous écoutons. Effectivement, le scanner du centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou est en panne depuis fin novembre, début décembre. Donc pour cette panne, nous avons invité la société qui représente la marque, qui est venue, qui a fait le diagnostic et qui nous a fait un devis pour la réparation. Nous leur avons fait un accord et ils ont passé la commande parce qu'ils doivent remplacer le tube sur la machine. Donc c'est quelque chose qu'ils doivent commander en France, ça prend du temps, ils ont anticipé. Et la semaine dernière, ils m'ont informé que le tube était arrivé à Dakar et qu'ils allaient procéder à la réception et rendre fonctionnel ce scanner. Souvent, on nous dit que les prestations de l'hôpital sont chères. Nous, en tout cas, en fixant les tarifs, nous avons fait une étude comparative entre Ziguinchor et Kolda. Et l'objectif qu'on s'était fixé, c'était de ne pas être plus cher que Ziguinchor et plus cher que Kolda. Il y a aujourd'hui la couverture maladie universelle qui est en vigueur ici. La solution, c'est plus d'aller vers les mutuelles de santé que peut-être de vouloir payer par ses propres moyens. L'hôpital tel que ça a été construit, il n'était pas prévu que les accompagnants passent la nuit dans l'hôpital. Donc nous tolérons leur présence ici. Nous essayons d'aménager des commodités pour eux. Actuellement, c'est vrai qu'on l'a dit souvent, les toilettes que nous avons aménagées pour eux sont un peu éloignées de là où ils résident. Avec le conseil départemental, il y a un accord pour qu'ils viennent construire ici un abri pour les accompagnants. La journée internationale de la radio a été célébrée hier, 13 février. Un prétexte saisi par notre reporter Ousseynou Diop pour rencontrer un réparateur de radio qui exerce depuis 50 ans dans le quartier Ndiolofène de Saint-Louis. Le métier nourrit son homme, dit-il, malgré la modernisation des outils. Seulement, pour Ngagne Demba Diouf, les jeunes ne veulent plus apprendre ce métier de réparateur de radio qui marche pourtant très bien dans la vieille ville. Nous l'écoutons. J'ai commencé à travailler il y a 50 ans. C'est un bon métier. Seulement, nous avons un problème. Les jeunes ne veulent pas travailler dans ce secteur. Ils viennent, mais après 2 ou 3 jours, ils abandonnent le métier. C'est pourquoi je suis là. Je suis vieux, mais les jeunes ne veulent pas apprendre. Regardez bien, il y a beaucoup d'appareils dans mon magasin. Mais le malheur, c'est que la nouvelle génération ne veut pas réparer une radio. Pourtant, le métier nourrit son homme. Il y a beaucoup de clients dans mon quartier, mais il n'y a pas d'ouvriers pour ce métier. L'État doit faire beaucoup d'efforts dans ce sens pour former les jeunes. Bon, l'État doit faire le maximum pour insérer les écoles de formation.
Je vous le disais en titre, 3e jour des funérailles de Jimmy Mbaye. Au domicile du défunt, la tristesse est toujours palpable. Youssou N'Dour, présent sur les lieux, a rendu hommage à celui qui fut un pilier du groupe pendant des décennies. Une page se tourne, mais l'esprit Super Étoile demeure, porté par la volonté et la foi en l'héritage musical laissé par Jimmy Mbaye. Une déclaration de Youssou N'Dour, lead vocal du Super Étoile que nous écoutons. Après cette triste nouvelle, maintenant notre objectif est désormais de respecter la volonté de Jimmy. Nous prions pour que le bon Dieu nous donne la force de la réaliser. Jimmy a grandement contribué au succès du Super Étoile. Si on devait parler en termes de pourcentage, son apport dans ce groupe a été immense. Je sais certaines choses, mais la grande question est: pourrons-nous assurer sans lui? Son absence laisse un vide énorme. Mais le bon Dieu est là, et avec la volonté, les prières et le soutien de tous, nous avancerons. Nous remercions tout le monde, amis, frères, parents, ainsi que ceux qui ont connu Jimmy, même en dehors de la musique. Merci à vous tous. Le Magal de Darou Mourti qui marque la rencontre entre Serigne Touba et son frère Mame Thierno Birahim Mbacké Ndamal Darou est célébré ce vendredi. Le ministre de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, Balla Moussa Fofana, s'est rendu sur place à la tête d'une délégation du gouvernement. Il a présenté les condoléances du gouvernement au nom du khalife de Darou Mourti. Le ministre a également fait savoir que l'État a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer un bon déroulement de l'événement. Nous l'écoutons, il est interrogé par Talasamp. Je voudrais remercier l'ensemble des guides religieux qui aujourd'hui nous ont accueillis ici, en particulier Seigne Moustapha, le khalife de Seigne Bassirou et Seigne Khalid Mbacké, Borom Darou. Les remercier pour l'accueil, pour l'assistance et rendre grâce à Dieu qui nous a accompagnés, de sorte que l'ensemble des engagements qu'on avait pris jusqu'à date ont pu être réalisés et nous prions Dieu que la journée puisse continuer de bien se passer. Effectivement, le dispositif que nous avions mis en place jusqu'à date permet que les activités sont en train de se passer de très belle manière. Inch'Allah, nous espérons que ça va continuer comme ça. Parlons toujours religion avec la paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam qui a célébré avec ferveur sa fête patronale sous le parrainage de la communauté Mankagne. Cet événement spirituel et festif a rassemblé les fidèles venus en grand nombre pour honorer la Vierge Marie et renforcer les liens de fraternité au sein de la communauté chrétienne. Un reportage de Daniel Diouf et Thierno Laurent Mendy. L'édition 2025 de la fête patronale à Notre-Dame des Anges de Ouakam, sanctionnée par une messe solennelle. Du beau monde ce dimanche, une messe présidée par Abbé Benoît Maron en présence du clergé paroissial et d'autres autorités. Les valeurs mariales ont inspiré l'homélie du jour, le rôle de la Vierge Marie dans la foi chrétienne et l'importance de recourir à la Mère du Sauveur dans les moments de détresse. Quelle joie de fêter ce matin la plus belle des moments, celle qui a été conçue sans péché, celle qui est sans tache, celle qui est pleine de grâce, celle qui est bénie entre toutes les femmes. N'hésitons pas aujourd'hui à nous adresser à Notre-Dame des Anges, qu'elle opère des changements importants dans notre vie, ou bien pour obtenir d'elle un déblocage de notre situation existentielle. La bienheureuse Vierge Marie, fortement acclamée par les fidèles. Sa statue portée ici par Abbé Louis Paul Mwalingay, vicaire dans cette paroisse. L'offrande marquée par une procession colorée, mettant en valeur le riche patrimoine culturel de la communauté Mankagne.
La célébration s'est achevée par un mot de remerciement du curé de la paroisse, Abbé Gabriel Guéindong, qui a magnifié l'engagement de la communauté Mancagne et de l'ensemble des paroissiens qui ont contribué à la réussite de l'événement. Nous vous disons un très grand merci, une reconnaissance infinie jusque devant l'Éternel, d'avoir accepté avec beaucoup de spontanéité et de générosité d'être la communauté marraine de notre fête patronale. C'est merveilleux pour ce que vous avez fait. Dieu vous le bénit et il vous le rendra au centuple. Cette fête patronale, une belle occasion de célébration de la foi, la fraternité et la diversité culturelle, le ciment de l'unité de la communauté chrétienne de Ouakam. Au terme de cette célébration, la communauté Mancagne, marraine de cette fête, a gratifié de cadeaux l'équipe pastorale. Et puis, après la messe, tous les paroissiens et autres hôtes du jour ont été conviés à un repas fraternel dans la cour de la paroisse Notre-Dame des Anges. À suivre l'intégralité de cette célébration sur TFM, ce sera dimanche prochain à partir de 11h dans l'émission catholique Chemin de la foi diffusée sur la TFM. C'était là l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. Merci de nous avoir prêté attention. Restez en notre compagnie dans une poignée de secondes, la seconde partie de Soir d'Info. Bonsoir.